Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré au positionnement à adopter et aux bonnes pratiques à mettre en place afin de maximiser vos chances de succès lors d'un dépôt ou d'un redépôt de projet européen, ou en tout cas d'une candidature dans le cadre d'un projet européen. Et l'objectif est donc de vous encourager à persévérer dans cette démarche. Donc ce webinaire est animé par Pauline Baudin, qui est chargée d'affaires Europe et projets collaboratifs au sein du cabinet ABF. Et il est organisé par les 7 technopoles de Bretagne. Si tu veux passer à la slide, merci. Donc, je suis Morgane Lemeur et avec ma collègue Rosane Levaillant, qui est également présente. Nous intervenons dans le cadre d'une mission d'intérêt général Europe, qui est portée par les 7 technopoles de Bretagne. Et donc, on propose des temps d'information collectifs comme aujourd'hui, mais également des rendez-vous individualisés pour les entreprises innovantes de l'ensemble du territoire breton, afin de les conseiller et de les accompagner vers des projets européens de R&D. Donc les 7 technopoles de Bretagne sont membres du réseau Onoé. Pardon. Donc c'est un réseau d'une trentaine d'acteurs économiques et académiques bretons qui vise à soutenir le développement de la R&D en Bretagne, et notamment par le recours au financement européen. Donc le webinaire s'inscrit dans les objectifs du réseau Noé, que vous découvrirez sur la slide suivante. Désolée. Non, il n'y a pas de souci, merci. Donc, voici en quelques mots donc, les objectifs de Noé, donc notamment donc de soutenir le développement européen de la R&D en Bretagne et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de spécialisation intelligente. Et donc, dans ce cadre-là, on propose ce type d'événement aussi pour sensibiliser aussi au programme européen de recherche et d'innovation. Donc, avant de laisser la parole à Pauline, je vous précise que ce webinaire est enregistré et qui sera disponible en replay sur le site des 7 technopoles de Bretagne, onglet Mission Europe. Et vous aurez également tous nos contacts à la fin de la présentation. Et également, un temps de questions-réponses sera prévu à la fin de la présentation également de Pauline. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin et on y répondra. Donc, sans plus tarder, Pauline, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, enchantée, Pauline Baudin, donc chargée d'affaires Europe et projets collaboratifs au sein d'ABF Décision. Je vais vous dire en quelques mots qui est ABF Décision. Le cadre de ma présence ici, c'est parce qu'on travaille en collaboration avec les pôles, technopoles et autres partenaires pour justement venir sensibiliser au financement européen et présenter notre méthode d'accompagnement. Aujourd'hui, la thématique, elle est sur la manière de persévérer dans les projets européens. Vous dire que il faut pas s'arrêter à un premier échec ou à une première tentative et qu'il faut réellement persévérer. Donc, ABF Décision, en quelques mots, on a été fondé par nos 3 associés, Alexandre, Benoît, Frédéric, d'où le nom ABF Décision. Aujourd'hui, on a un pool d'investisseurs. On a été acheté par un groupe italien, Warrant Hub, du groupe Tinexta, qui est basé en Italie, qui a été fondé à la base par les CCI italiennes. Et aujourd'hui, l'enjeu avec cet investissement des Italiens, c'est qu'on devienne le leader européen des financements publics. Donc, on n'est plus au niveau national, mais on va vraiment atteindre des marchés européens. D'où aussi notre réelle expertise sur ces financements. On a été créé vraiment sur l'axe financement public national à la base, il y a 21 ans. Et aujourd'hui, on a aidé à financer 11 milliards de projets depuis 2013. Notre siège est à Tours et on a 8 bureaux en France. Ma présence, moi, est au bureau de Nantes et je travaille sur les zones Bretagne-Pays de la Loire, donc en accompagnement des entreprises et acteurs publics du territoire ouest, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, on est 150 collaborateurs divisés en 2 grands pôles, un pôle développement et un pôle métier qui sont des consultants, profil docteur, ingénieur qui écrivent les dossiers de financement public. Voilà, pour quelques mots. Et puis, que vous ayez une vision globale, on accompagne sur l'ensemble des aides publiques. Donc, européennes, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a également une action forte sur les aides territoriales et les aides nationales. Et on vient optimiser et cumuler l'ensemble de ces aides de financement public pour financer les projets de demain des entreprises. La première grande partie que je vais vous proposer sur les projets européens, c'est tout d'abord un premier aperçu d'essayer de désacraliser les projets européens, de voir les avantages et l'effet boule de neige que ces financements peuvent apporter au sein de vos structures. Donc, déjà, une première
Une première tendance, souvent dans les projets européens, on a tendance à se mettre des barrières un peu tout seul, sans réelle raison, des fois par a priori, par voilà, ce qu'on imagine des projets européens. On se dit que c'est trop gros, on se dit qu'on n'a pas assez de compétences, on se dit que la société dans laquelle on est n'est pas assez structurée. Mais réellement, ce sont des fausses excuses. Je vais vous donner l'expérience de mes premiers projets européens. J'étais dans une structure où il n'y avait pas de structuration sur les projets européens. J'étais toute jeune, première expérience, et on s'est lancé. Et 2 ans après, on était 5 sur le service Europe qu'on a créé. Donc, tout est possible. Un projet européen, c'est un réel levier de développement. Et ça, il faut l'avoir en tête. Il ne faut pas se bloquer avant de s'être lancé. Sur le blocage de la langue, qu'on peut tous comprendre aussi, on n'est pas tous bilingues en anglais, mais rassurez-vous, les partenaires européens avec lesquels vous allez travailler ne parlent pas l'anglais de Shakespeare, loin de là. Tout le monde a le même niveau d'anglais et du coup, tout le monde se comprend avec ses propres accents, avec ses fautes et personne ne relève ces petits problèmes d'anglais. Donc là-dessus, il faut vraiment se rassurer. On a tous le même niveau, c'est un anglais européen et non pas un anglais anglais qu'on parle. Donc c'est important de l'avoir en tête. Et puis sur le sujet de ça peut prendre trop de temps, en effet, un projet européen, et on va revenir dessus, il faut anticiper, il faut valider l'éligibilité, ça prend du temps. Il faut structurer, surtout sur les projets collaboratifs, où il faut intégrer l'aspect consortium à gérer. Donc ça prend du temps. Mais le rapport investissement-temps, il est intéressant puisqu'on est sur des dispositifs de financement qui sont avec des taux de soutien qui sont beaucoup plus hauts qu'un petit dossier qu'on va faire en moins de temps. Donc, le rapport temps-investissement, il est très intéressant. Et puis surtout, avec l'expérience et avec le bon accompagnement, les bons partenaires, ce temps passé va être de moins en moins important parce qu'on va prendre l'habitude, parce qu'on va être bien entouré et donc on va se structurer beaucoup plus vite dans un dépôt de projet. Donc ça, c'était pour la partie désacralisation. Maintenant, les avantages, je pense que vous les avez identifiés. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous en voyez des avantages. Les principaux mots-clés que je peux vous donner, évidemment, les projets de recherche. Bon, bah là, vous allez pouvoir avoir des moyens financiers, humains et externes en termes de partenaires pour approfondir vos projets de recherche, pour apprendre plus, pour comparer des systèmes, que ce soit des systèmes par rapport à des zones climatiques, par rapport à des expertises techniques. Vous allez gagner en expertise, vous allez gagner des partenaires de confiance parce que c'est des projets qui sont inscrits dans la durée. On est sur des projets de plusieurs années. Donc, vous allez travailler au final peut-être plus avec vos partenaires qu'avec vos propres collègues sur ces projets européens. Donc, vous allez vraiment fonder des partenariats forts avec des pays dans lesquels peut-être demain vous voulez vous implanter ou alors vous voulez avoir des relations fortes. Donc, ça va vous permettre vraiment de structurer votre écosystème partenarial. Les financements, évidemment, on est sur un attrait majeur. On est sur des financements qui, allez, sont de l'ordre de 60% à 100% de financement, plus les coûts indirects qui sont toujours remboursés. On est sur un levier qui est très, très intéressant, que ce soit pour des acteurs publics ou des entreprises. On bat tous les records en termes de financement par rapport à des financements nationaux, c'est certain. Maintenant, le revers de la médaille, on le connaît, c'est aussi des dossiers plus compétitifs. Ce qui va aussi vous permettre, les avantages qu'on peut dégager également, c'est notamment pour une entreprise, c'est gagner en compétitivité. Vous allez travailler sur un domaine avec de l'aide, avec du soutien de partenaires ou avec juste de l'aide financière qui va vous permettre d'avoir une avance de phase sur vos concurrents par rapport à une technologie donnée. Et ça, c'est vraiment ce que permet les projets européens, c'est d'accélérer finalement vos projets que ce que vous aurez fait à un niveau national ou régional. Bon, je ne vais pas décrire tous les mots, mais vous avez compris l'idée des avantages des projets européens. Et un effet important, c'est l'effet boule de neige que parfois on ne voit pas quand on a fait une première candidature et on veut aller on veut peut-être s'arrêter ou ne pas aller vers une deuxième candidature, mais l'intérêt de persévérer, c'est que derrière, vous allez vraiment avoir un effet boule de neige et vous n'aurez pas autant de difficultés sur les dépôts suivants. Pourquoi? Parce que vous allez intégrer des nouveaux réseaux. Je l'ai dit, vous allez avoir des partenariats forts, donc vous allez être connu, visible. Et donc, avoir un premier projet européen permet de se faire connaître et rentrer
dans des réseaux que vous avez ciblés au préalable. Euh, Même si vous êtes en projet individuel et non collaboratif, votre nom ressort sur la scène européenne. Vous êtes dans toutes les bases de données. L'Union européenne parle de vous. Donc, vraiment, vous gagnez en visibilité et vous gagnez du coup vous n'avez plus besoin d'aller à la recherche de partenaires ou de financement derrière. C'est plutôt l'inverse, c'est que l'effet boule de neige, c'est qu'on va venir vous chercher. Et ça, c'est un réel levier intéressant. Deuxième effet boule de neige, c'est l'impact sur le lobby. Évidemment, en fonction de vos secteurs d'activité, vous n'avez pas le même besoin de faire du lobby. Mais le fait d'être présent sur la scène européenne et d'avoir des contacts aussi un peu plus ciblés permet de mettre des sujets stratégiques, des sujets d'importance pour vous sur le devant de la scène et aller négocier en direct avec la Commission européenne. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas quand on n'est pas rentré dans un projet européen. Mais vous avez l'opportunité de déposer vraiment des livres blancs, des feuilles de route, des documents de conseil auprès de certains commissaires européens grâce à votre position. Donc, pour faire avancer certains sujets qui peuvent avoir des verrous, c'est très intéressant. Sur la démonstration des savoir-faire, ça parle de lui-même. C'est vraiment une vitrine de votre savoir-faire, de votre expertise. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir démontrer vos compétences et de donner confiance aux potentiels partenaires futurs et une réelle reconnaissance de votre savoir-faire. Et le rayonnement technique, évidemment, dans des projets européens, vous avez le devoir de publier vos résultats, de faire des événements, de communiquer sur vos résultats. Donc, tous ces événements qui sont financés par l'Union européenne vont vous permettre d'avoir un rayonnement fort d'un point de vue vraiment purement com et scientifique. Donc voilà, vous allez pouvoir rayonner plus largement. Et en termes de retombées économiques, on l'a dit, vous allez gagner des subventions, vous allez avoir un effet boule de neige sur les nouveaux projets financés, puisque du coup, la première fois, on se dit, ben, je ne suis pas connue sur la scène européenne, je ne serai peut-être pas lauréat. Mais in fine, vous l'êtes, et ben, le projet d'après, vous avez plus cette question à vous poser parce que dans vos projets passés, dans votre liste de projets passés, vous aurez déjà été lauréat. Donc en fait, c'est vraiment un effet boule de neige sur la reconnaissance que vous avez même aux yeux des évaluateurs de la Commission européenne. Voilà, ça c'est pour cette première partie vraiment de contexte. Maintenant, je vais vous donner quelques clés de succès, quelques conseils donc, qui sont de mon expérience, de l'expérience de ABF Décision. Évidemment, chacun vit son expérience différemment des projets européens, mais là, c'est les grandes clés de succès pour vous aider et vous aiguiller à déposer des projets européens. Le premier point, c'est l'anticipation. Vraiment, si vous voyez un appel à projet qui est pour un dépôt dans 3 semaines, je ne vous conseille pas d'y aller. Vraiment, l'anticipation est clé dans les projets européens. En prérequis qu'on vous conseille, c'est déjà dans le contexte global des projets européens, il y a des politiques qui sortent, des politiques publiques, des grands phares de l'Union européenne, et il faut que vous puissiez rentrer dans ces grands défis européens. Évidemment, aujourd'hui, le grand défi est le Green Deal au niveau de la Commission européenne, donc c'est un prérequis, tous vos projets devront répondre à un enjeu de transition environnementale. Aujourd'hui, si vous déposez un projet européen et que vous ne cochez pas cette case, vous aurez beaucoup moins de chances de succès et ce sera un malus évident dans votre dossier. Il faut avoir des ressources et des expériences suffisantes. Donc, expérience ne veut pas dire que expérience européenne, c'est aussi expérience technique, expérience de collaboration avec d'autres structures, expérience de projet tout simplement. Et des ressources suffisantes parce qu'il faut que vous puissiez démontrer que vous allez mettre des ressources humaines à disposition, mais également dans les projets qui doivent être cofinancés, que vous puissiez démontrer que vous pouvez cofinancer les projets. Typiquement, un projet financé à 60%, on ne va pas vous demander de prouver les 40% restants, mais on va vous demander de prouver votre bonne stabilité financière qui démontrera que vous pouvez compléter le financement, que ce soit en autofinancement ou en cofinancement régional, national, etc. Un autre prérequis important, il faut que vous soyez ouvert à la collaboration et aux résultats publics de vos projets.
Évidemment, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de tout démontrer, mais on est quand même dans de l'open data, l'open source, donc il faut quand même être ouvert à ça et ouvert à la collaboration parce que dans la majorité des cas sur les projets européens, à part l'IIC pour les startups, vous devez avoir des partenaires. La grande règle des projets européens, c'est 3 partenaires de 3 pays minimum. Voilà, selon les projets, on est à beaucoup plus. Il faut avoir cet esprit de se dire on va avancer avec d'autres partenaires et voilà, je suis ouvert à la collaboration, sinon ça va être compliqué d'avancer dans les dépôts de projet. Euh, Autre prérequis logique, il faut être réactif et disponible. Ne vous lancez pas dans un projet européen si vous êtes complètement sous l'eau et que vous n'avez aucune bande passante pour ça ou qu'aucune de vos ressources internes n'a de la bande passante. Et donc, dans l'anticipation, le plus important, c'est les délais, évidemment. Donc, pour bien anticiper, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une bonne visibilité des dates de dépôt annuelles. Parce que si vous loupez un appel à projet, ou là, vous envoyez un pour dépôt mars, vous vous dites, bah mince, je ne serai jamais prêt. Sachez que tous les ans, le rythme est quasi le même. Donc, vous allez revoir ces appels à projets là, l'année suivante. Donc, anticipez ça. Ayez un calendrier dans vos têtes des dispositifs phares pour vous. Ayez en tête qu'ils vont revenir tous les ans et que donc, ou même 2 fois par an selon certains, et que donc vous aurez l'opportunité de déposer. Mais c'est bien pour pouvoir anticiper, il faut avoir ce calendrier en tête. Ensuite, une fois on sait sur lequel on veut aller et quel dispositif nous intéresse, il faut mettre en place un rétro-planning sur 6 à 9 mois. Donc, ça paraît très très long, 9 mois. Ça, c'est vraiment dans l'idéal des situations, mais on n'a pas tout le temps la possibilité de le faire, notamment en vue des sorties des appels à projets. Mais se mettre en place un rétro-planning, c'est vraiment important. Le rétro-planning, il va être sur la définition de votre projet, puis sur la recherche de partenaires, puis sur le montage du budget, etc. Sur la mobilisation des partenaires, c'est important de savoir qu'il faut les mobiliser tôt, mais pas trop tôt non plus. Dans ce rétro-planning, si on mobilise des partenaires, je ne sais pas, 1 an, 9 mois avant, il va falloir les tenir éveillés, les tenir motivés. Et ça peut être compliqué sur une longue période de temps. Donc, il faut les mobiliser, mais ne pas les épuiser. Donc, voilà, c'est un juste milieu à trouver selon la grosseur du projet, évidemment, et le timing. Mais soyez vigilants à ça, à bien maintenir vos partenaires. C'est comme une équipe de travail en interne que vous pouvez avoir. Il faut les mobiliser et les garder motivés. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape importante, c'est de valider l'éligibilité de votre projet. Et c'est même là fondamental. Donc pour ça, évidemment, vous devez vous documenter. Il faut que vous ayez une vision claire de ce que l'Union européenne finance, que dans quel cadre votre projet sera le mieux financé et le plus cohérent vis-à-vis des programmes. Parfois, on part sur un programme X, mais finalement, on n'avait pas vu qu'il existait un programme Z qui est beaucoup plus pertinent au regard de votre projet. Donc ça, c'est important de bien se documenter. Pour ça, vous pouvez participer à des journées d'information sur les différents programmes. Vous pouvez vous documenter sur le portail de la Commission européenne. Il y a des filtres. Bon, ce n'est pas le plus instinctif du monde, ce site Internet, mais il a le mérite d'exister avec le référencement de tous les appels à projets. Évidemment, vous pouvez utiliser les réseaux d'accompagnement qui sont autour de vous avec les technopoles, avec les points de contact nationaux des différents programmes, avec les pôles de compétitivité auxquels vous appartenez, qui ont ce rôle de justement vous aiguiller sur les bons dispositifs. Et puis derrière, il est important de vérifier l'ensemble des critères d'éligibilité. Une fois qu'on a trouvé le bon programme, eh bien, c'est chaque critère qu'on va venir vérifier. Donc, on va évaluer les forces et les faiblesses de votre projet au regard de l'appel. Donc, les appels, ils peuvent être très top-down ou bottom-up, c'est-à-dire que vraiment, soit c'est la Commission européenne qui liste les enjeux auxquels vous devez répondre, soit c'est un appel assez ouvert, mais avec des grands enjeux auxquels vous ne devez pas échapper non plus. Donc, il faut vraiment vérifier l'ensemble des critères qui sont mentionnés dans le cahier des charges pour vérifier que votre projet est plutôt en force qu'en faiblesse. Il faut bien cocher tous les objectifs, évidemment, répondre aux critères d'éligibilité et réunir toutes les annexes et éléments financiers, les CV parfois, selon l'appel à projet, il va y avoir une liste d'annexes à fournir. Important également de respecter le nombre de pages
puisqu'il est mentionné sur chaque dispositif et les pages supplémentaires ne seront pas lues. Donc, il faut aussi savoir faire preuve de synthèse pour certains appels et puis pour d'autres, plutôt de souplesse sur l'écriture pour vraiment venir alimenter le dossier. Et évidemment, mais je pense que ça va de soi, il faut soumettre à temps. Généralement, l'heure phare des projets européens, c'est à 17 heures. Mais bon, selon les appels, ça peut changer avec une date fixe et anticiper aussi votre dépôt, c'est-à-dire que il faut pouvoir. Je ne vous conseille pas de le soumettre à 16 heures parce que la plateforme va être saturée, parce que vous risquez d'avoir un problème informatique. Donc, anticiper, déposer un peu une première version de dossier une semaine avant et tous les jours rajouter la nouvelle version que vous avez écrite pour venir sécuriser votre dépôt avec la meilleure version au cas où il y a un plantage informatique. Voilà, ça c'est sur la partie éligibilité. Sur la partie dossier, vraiment, mon conseil, c'est d'avoir un dossier le plus structuré et abouti possible, évidemment. À noter que les critères d'évaluation communs à tous les appels à projets européens sont de 3 catégories. De manière générale, sur 5 points, on a la partie excellence, puis sur 5 autres points, l'impact de votre projet. Et sur 5 points, la mise en œuvre du projet. Donc, la méthodologie, comment vous allez faire pour parvenir à ces objectifs. Donc, ça fait une note sur 15. Ça, c'est dans la majorité des cas. Évidemment, selon les appels, ça peut varier. Et il faut avoir la meilleure note. Même si vous avez 14,5 sur 15, ça ne veut pas dire que vous allez passer parce qu'il peut y avoir des 14,75 ou des 15 sur 15. Et c'est là où c'est dur, c'est mentalement parce qu'on a fait un bon projet, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher parce que le projet, il est bon. Il faut juste, c'est juste de la compétition. Et on est sur une scène européenne avec plein de compétiteurs bons, aussi bons que vous. Mais votre projet, il vaut le coup d'être quand même retenté. Autre élément important de structuration, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un équilibre entre les différents work packages que vous allez écrire. On ne veut pas un work package communication qui soit tout petit par rapport à un work package scientifique qui soit énorme. Il faut que tout soit bien équilibré. Également un équilibre entre les activités des partenaires. Sauf dispositif, par exemple, Life, où il peut y avoir une prépondérance du porteur de projet à 90% et les autres des petites actions. Sinon, dans les projets collaboratifs, il faut vraiment que la répartition soit assez équilibrée. Il peut toujours y avoir des plus petits partenaires et des plus gros, mais de manière générale, on ne peut pas prendre 3/4 du budget pour soi et un quart pour 15 partenaires à côté. Donc, c'est un réel équilibre. Et puis en cohérence avec les expertises de chacun, évidemment. Et donc, ça va venir corréler l'équilibre de budget aussi. Donc, toutes ces questions d'équilibre, ça montre une cohérence de projet et une pertinence de faire du projet collaboratif par rapport aux ambitions de l'appel. Donc, gardez bien ça en tête. Et ça rejoint l'équilibre aussi de consortium. Mais cette fois-ci, l'important, c'est d'avoir un consortium équilibré en termes d'expertise, en termes de type d'acteurs, que ce soit acteurs publics, privés, et en termes de zone géographique. Essayez d'avoir une balance. Si vous voyez que tous vos acteurs sont en France, Espagne, Portugal, bon, à part si c'est pour un intérêt, sinon ça va paraître un peu compliqué. Donc, il faut avoir toujours selon l'appel à projet, mais dans la globalité, d'avoir une cohérence géographique, notamment quand il s'agit de comparer des systèmes ou des zones climatiques. Il faut avoir du coup plusieurs zones climatiques d'Europe pour être bien en ligne avec les ambitions. Ne pas avoir de partenaire sans valeur ajoutée, ça paraît évident, mais parfois, juste parce qu'on veut étoffer son partenariat, parce qu'on n'a pas assez de partenaires, on va prendre un partenaire voilà, qui n'apporte pas une plus-value énorme, mais en fait, la Commission européenne va se demander pourquoi il fait partie du consortium. Donc, ne pas prendre de partenaire pour prendre un partenaire. Importance du rôle du coordinateur dans le consortium, évidemment, c'est de garder la motivation et d'être le chef d'orchestre. Donc, il faut avoir ce côté voilà, animation et gestion aussi administrative, financière de ses partenaires parce qu'ils comptent sur vous pour vraiment guider la mise en œuvre, enfin le montage et la mise en œuvre du projet. Je l'ai dit, partenaires publics-privés. Les partenaires privés sont vraiment de plus en plus demandés pour aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur. Quand on a un projet de recherche et qu'on veut développer un produit, on veut du privé pour que ça puisse aller plus loin ensuite dans le développement produit sur le marché.
Donc, les acteurs privés ont maintenant réellement leur place dans les projets européens, ce qui était moins le cas auparavant. Mais aujourd'hui, c'est plus à débattre. Donc, vraiment, prenez-en ou si vous êtes privé, allez-y, ayez confiance, vous êtes attendu sur ce type de projet. Bon, les responsabilités partagées, j'en ai parlé. Évidemment, pour avoir un dossier qui plaît à la Commission européenne, il faut avoir un projet qui est faisable. C'est-à-dire qu'il faut mettre des indicateurs forts parce que l'impact est un enjeu très très fort pour gagner un projet. Mais l'impact doit être fort, mais raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir que c'est atteignable. Et surtout, et là je vais vous donner une expérience personnelle, mais ça m'est arrivé de mettre des impacts très très forts dans des projets européens. Euh, pour avoir le maximum de chance, on met des indicateurs hauts. Bon, le projet, quand il est accepté, il faut réussir à faire ces indicateurs. Donc, on peut se retrouver dans des situations un peu particulières où voilà, on s'est mis nous-mêmes dans la panade. Donc, il faut avoir ce ratio quand même des grands impacts, mais qui sont réalisables et que vous devez être en mesure de mettre en œuvre. Également, la gestion des risques, c'est important. Vous pouvez être face à une nouvelle pandémie, vous pouvez avoir des ressources internes qui partent, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir plein de choses qui peuvent arriver, on est tous humains. Et donc, la Commission européenne attend aussi que vous puissiez parler des risques, que le projet échoue, que le projet soit retardé et que vous mettiez en place des actions qui viennent pallier ces risques. Donc là, il y a toujours un mitigation voilà, table qui permet de mettre en place les risques et comment pallier à ces risques. Voilà, tout ça, ça montre que le projet est faisable et que c'est cohérent et que c'est pertinent, qu'on ne part pas dans un rêve qui n'est pas faisable, mais vraiment qu'on ait pris en compte l'ensemble des éléments. Voilà, je vais passer sur une phase plutôt de contour de projet. Ça va paraître évident hein, pour ceux qui font de la gestion de projet, mais les rappels sont toujours importants. Posez-vous toujours ces questions pour savoir si vous pouvez y répondre et dessiner votre feuille de route de projet. C'est-à-dire qu'on va se demander pourquoi on fait un projet, donc quels sont les besoins de notre projet, quel est le potentiel d'innovation, parce qu'on parle quand même de projets de recherche et d'innovation à 90% des cas. Qu'est-ce qu'on attend comme impact? Je vois pas mon écran. Quels sont les objectifs, pardon, du projet? Quelles compétences sont requises pour mener à bien ce projet? Et quelles activités je vais mettre en place pour arriver à boucler cette boucle? Vraiment, si vous arrivez à vous poser, à répondre à toutes ces questions de manière fluide et que vous arrivez à le mettre en page sous un texte de une page, c'est que votre projet, il est cohérent et qu'il est déjà bien structuré dans les contours. Donc ça, c'est important. Ça va vous permettre d'avancer plus vite, ça va vous permettre d'être lisible par rapport à vos partenaires, ça va vous permettre de faire un abstract intéressant. J'en parle parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le résumé du projet que vous allez mettre en première page de votre dossier, c'est ça qui donne la première idée de votre projet et qui va marquer les esprits. Si dès votre résumé, on ne comprend pas ce que vous voulez faire ou on a un doute complet sur la pertinence ou la faisabilité, là déjà, on ne part pas d'un bon pied pour l'évaluation. Donc, pensez à tous ces éléments pour rédiger votre résumé qui va en plus vous suivre tout au long du projet. Donc, voilà, un élément important sur les contours du projet. Et puis, dernière étape sur les bonnes pratiques que je peux vous recommander. Lorsque vous êtes leader de projet, une petite timeline, mais qui est assez évidente, mais les rappels font pas de mal. Planifiez votre rédaction. Anticipez les moments de rédaction, les différentes catégories dans lesquelles il faut rédiger et planifiez vraiment les étapes. Créez une équipe de rédaction avec vous. On ne sait jamais, vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Et vos partenaires, il faut les inviter à vraiment contribuer aux différentes parties de rédaction. Donc, pointez du doigt qui doit faire quoi, ayez ce rôle de chef d'orchestre et donnez des instructions de rédaction pour que vous ne soyez pas tout seul à gérer cette partie qui est lourde. Responsabilisez les Work Package leaders. Ce n'est pas à vous d'écrire leur Work Package. Laissez-les faire. Laissez-les prendre des responsabilités. De gérer déjà leurs partenaires, les mettre déjà dans un mouvement de coordination de leurs activités avec les partenaires qui contribuent. Pour le budget, essayez d'avoir un calcul assez cohérent
par rapport à chaque partenaire. Parce que si vous faites un peu du à la louche, oui, bon, bah, tel partenaire, il aura tant, tel partenaire, il aura tant, ça ne marchera pas, ça va faire des conflits internes, vous démarrerez très mal. Donc, prenez un ratio de calcul qui soit toujours le même en fonction, par exemple, du coût de personnel de chaque structure, que vous multipliez par le nombre de mois travaillés. C'est un peu la formule classique. Attention aux écarts de salaire entre les pays, évidemment. Enfin, essayez en tout cas de suivre une logique assez claire. Et important, garder un temps assez large, si possible, de relecture et de mise en forme. C'est tout bête, mais si le dossier est joli, ça va aider. Rajouter des schémas, rajouter des couleurs, rajouter des éléments en gras, parce que les évaluateurs, ils lisent des centaines de dossiers, de centaines de pages, et que ben, on est tous humains et que le cerveau, il peut lâcher. Donc, essayez de réveiller le lecteur avec des couleurs, avec des schémas, avec des éléments qui ressortent du dossier. Et ça, c'est vraiment pas à minimiser, c'est une partie importante, même si par rapport à tout le contenu technique, ça peut paraître superflu, mais ça a vraiment un effet important sur l'évaluation. Et lorsque vous êtes partenaire de projet, mais que vous n'êtes pas leader, pensez vraiment à vous responsabiliser, comme je le disais, à déterminer votre rôle et vos activités dans le projet, que ce soit clair, parce que parfois, en tant que partenaire, on se dit oui, oui, on va participer, et puis en fait, le projet est déposé, on ne sait même pas trop ce qu'on va y faire. On verra ça quand ça sera accepté. Sauf que quand c'est accepté, bah, là, il faut aller vite, et en interne, ça peut bloquer si on n'a pas bien qualifié notre action. Donc, pensez vraiment à vous mettre d'accord en interne sur vos activités, à les écrire noir sur blanc, à bien comprendre le budget qui vous est alloué, avoir les choses claires dès le dépôt pour anticiper aussi vos actions. Gardez du temps disponible, évidemment, pour les réunions et la contribution à l'écriture. Il y aura des réunions de consortium jusqu'au dépôt. Et il faut garder cette habitude parce que de toute façon, si le projet est financé, les réunions de consortium, elles continueront d'exister et donc ça fera partie intégrante de votre quotidien. Et également préparer les éléments administratifs en avance. Quand on est candidat à plusieurs dépôts, généralement, on a cette fiche sous la main, le partner profile qui permet de vraiment, c'est un peu un résumé de votre structure et de vos activités, des publications qui ont été faites, de votre numéro PIC, de vos salaires, de vos coûts salariales, etc. C'est des éléments que vous pouvez toujours avoir de côté. Et comme ça vous permet d'être plus réactif quand vous êtes partenaire d'un projet. Tout ça, c'est très porté sur les projets collaboratifs. Sur les projets individuels, évidemment, la marche à suivre est pas la même, puisque là, c'est pas sur l'animation de consortium, mais il faut le voir un peu de la même manière avec sa propre équipe. C'est-à-dire que cette fois-ci, les partenaires sont vos propres collaborateurs internes. Il faut mettre en place des éléments de structuration avec eux, avoir un chef de file, avoir des contributeurs plutôt que partenaires. Mais voilà, la logique peut rester quand même la même sur des projets individuels. Autre bonne pratique que je peux vous donner, importance de montrer que votre projet dépasse l'état de l'art et le potentiel d'innovation. C'est-à-dire vraiment que vous ayez un potentiel de bousculer le marché, d'apporter une brique technologique vraiment intéressante. Il faut que ça fasse rêver l'évaluateur et que vous ne faites pas quelque chose qui a déjà été financé. Et si vous partez de quelque chose qui a déjà été financé ou qui est déjà connu, il faut le citer et dire en quoi on va plus loin. Il faut également insister sur l'aspect interdisciplinaire et multi-acteur. Multi-acteur, c'est pour vraiment le côté acteur public, privé, et multidisciplinaire parce que selon les thématiques, il faut avoir plusieurs filières qui soient représentées pour montrer l'impact fort et puis montrer les débouchés possibles. Donc, montrer les synergies entre les partenaires, c'est évident. Et s'il y a déjà eu des projets avec des partenaires, il faut aussi les citer pour montrer qu'on a déjà travaillé ensemble. Importance, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais de mettre en résonance avec les politiques publiques et les projets déjà financés. Donc, vraiment citer les projets déjà financés, citer les politiques publiques qui correspondent à votre secteur d'activité aux enjeux auxquels vous répondez. Une petite différence entre objectif et impact, souvent dans les projets européens, on confond un peu les deux dans la rédaction et c'est vraiment important de différencier les deux. Dans les impacts, vous devez réellement proposer des indicateurs qui suivent un calendrier. C'est-à-dire qu'à telle échéance, on aura tel impact. On aura, je ne sais pas, fait tant d'événements, on aura tant de publications, on aura
euh, un produit qui sera un prototype, on aura un nouveau process avec un cahier des charges. Enfin, il faut vraiment que vous ayez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui ressortent de votre projet. C'est sur ça que va se baser l'évaluateur sur la qualité de l'impact. Et je l'ai dit aussi, prévoir un plan de gestion des risques. Ça, c'est important pour montrer en quoi vous allez pallier au problème. Voilà, ça c'était les bonnes pratiques. Je vais vite puisque je vois l'heure qui tourne. Je suis désolée si je parle un peu vite. Sur la partie accompagnement au dépôt, évidemment, plus vous serez accompagné, plus vous aurez de chances de succès parce que vous allez avoir un regard extérieur qui va venir se poser sur votre projet. Parfois, on n'utilise pas les bons mots-clés, parfois on se fatigue, parfois on est frustré. Vraiment, utilisez toutes les ressources que vous pouvez avoir autour de vous pour vous faire accompagner et du coup, vous solidifier dans vos appuis et gagner en chances de succès. Donc peut-être que vous avez un service Europe dans votre structure ou des personnes qui ont des compétences qui peuvent vous être mises à profit, des compétences qui peuvent aussi être sur l'administratif, le financier, le commercial. N'hésitez pas, vous avez des personnes qui bossent avec vous, utilisez-les aussi pour vous aider à structurer votre dossier sur les parties qui vous semblent plus faibles. Utilisez les pôles et technopoles pour l'émergence de projets, donc c'est-à-dire pour aller chercher des partenaires, pour vous conseiller sur les dispositifs de financement, pour faire des relectures de dossiers. Vraiment, comme disait Morgane, c'est des missions d'intérêt général. C'est une mission qui vous est proposée, un service qui vous est proposé, donc utilisez-les. Les cabinets, donc comme chez ABF, nous, on est vraiment là plus pour la partie montage et rédaction des projets. Donc là, on rentre dans le dur, dans le concret de l'écriture et dans l'animation du consortium. Tout le monde n'est pas fait pour gérer des consortiums de projets européens. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va venir vraiment gérer cette partie partenariale pour le montage du dossier en récoltant tous les aspects administratifs, financiers pour vous décharger de la partie administrative, financière et rédactionnelle et vous concentrer sur la partie structurelle et technique. À savoir que sur la partie accompagnement au dépôt, pour les entreprises, BPI France apporte des soutiens. Le DIAG Europe permet de prendre 50% en charge par la BPI. Ce qui va se passer, c'est que vous faites une demande, c'est un micro-dossier à la BPI pour cette prise en charge d'un cabinet. Et donc, nous, ABF, on est référencé expert BPI, donc ça fonctionne avec ce système, c'est-à-dire que notre prestation peut être prise en charge à 50% par la BPI. Donc, important à savoir. Et sur la partie EIC, je ne sais pas du tout s'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui pour faire un EIC accélérateur, mais à savoir aussi que lorsqu'on a déjà été lauréat d'un programme national Innov, iLab, French Tech, etc., on peut être plugué sur l'étape 2 de l'EIC plutôt que de passer directement en étape 1. Donc voilà, c'est des choses à savoir parce que ça fait partie de l'accompagnement que vous proposent les organisations françaises pour accéder à des financements européens. Je vous ai mis un récapitulatif, mais je préfère qu'on garde les quelques minutes qui restent pour des questions. Simplement les étapes qu'on peut suivre chez ABF sur le montage d'un projet. Donc évidemment sur la définition de l'appel à projet, la structuration, la rédaction, la recherche de partenaires complémentaires au consortium, l'appui à la mise en place du consortium, etc. La logistique, l'organisation des réunions, l'animation du consortium, des comptes rendus, support administratif, budget. Je vous en passe des meilleurs. Vous aurez le support de présentation, je pense, pour aussi avoir tous les détails. Mais je vais laisser la main de fin de réunion à mes collègues et puis n'hésitez pas à poser vos questions aussi pour qu'on les prenne. Vous avez mon contact. Vous pouvez aussi le demander à Rosane et Morgane pour aller plus loin sur vos dépôts de projets. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont ouverts en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour venir qualifier tout ça et continuer à persévérer dans les projets européens. Merci à tous et je redonne la main. Sophie. Merci beaucoup, merci Morgane, merci Pauline. Donc du coup, comme vous l'indiquait Morgane en introduction, on est là pour vous accompagner sur toute cette démarche et tout ce processus du coup de l'identification du bon appel à projet jusqu'à la relecture critique de candidature. Donc n'hésitez pas. Et puis effectivement, si vous avez des questions sur l'intervention de Pauline, je vous laisse la main.
Y a-t-il quelques questions? Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Jean-Luc Pélissiat. J'ai repris donc la structure administrative d'une boîte qui a effectivement parfois des appels à projets européens. Comme je ne suis pas un spécialiste de ces appels, il y a quelques critères qui me posent question, notamment tout à l'heure, vous avez dit lorsque vous avez des financements à hauteur par exemple de 60%, pour 60, 50 et 100% apparemment. Les 40% qui restent, il y a des critères qui définissent la validation de ces 40%, et par exemple comme la santé financière de la société. Est-ce que vous pourriez préciser, est-ce qu'il y a d'autres critères? Alors, ça va dépendre des programmes de financement auxquels on fait référence. On va dire que la partie européenne est plus souple que le national, parce que la règle au niveau national sur les financements publics, c'est 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention. On n'est pas sur ce ratio au niveau des financements européens. Donc, c'est assez large. Il y a une plateforme en ligne pour certains dispositifs qui permettent de vérifier la bonne santé financière. Donc, en fait, vous devez mettre quelques bilans en documents justificatifs. Et d'autres, il faudrait vérifier les derniers qui sont demandés. Mais c'est pour vérifier que vous êtes en bonne santé. L'idée, c'est juste de se dire, ils ne vont pas financer une entreprise, un projet qui est totalement, enfin pour une entreprise qui est totalement dans le rouge et qui ne pourra pas mener à bien le projet. C'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, il faut que vous soyez capable de délivrer les rendus, les impacts que vous avez promis dans votre dossier. Donc, s'il y a du cofinancement qui est prévu, ou des lettres d'intérêt, ou des lettres d'engagement, par exemple, de régions, d'autres dispositifs, ça peut être aussi un appui si vous n'avez pas assez de fonds propres, par exemple. Donc, ce n'est pas bloquant, ils vont raisonner en bonne intelligence. Mais il faut avoir amené quelques preuves. Ok, donc du coup, il n'y a que des critères effectivement financiers, comme les fonds propres ou autres Ouais. appuis. D'accord. Y a-t-il une autre question? Pas de questions. Donc, du coup, on va vous libérer pour déjeuner. On vous transmettra effectivement la présentation et le replay. Et puis, vous avez nos contacts, ceux de Pauline et les nôtres. Donc, n'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Merci. Merci à Au vous. revoir. Merci à tous.